Bonjour et bienvenue dans la brasserie du mardi du matin.ch. Cette semaine, on fait le point avec Valentin Schnork sur la situation du Servette FC après le derby du Rhône perdu face à Sion. Jean-Claude Chertenleb nous rejoint ensuite pour évoquer le titre en MotoGP de Fabio Quartararo, mais aussi le phénomène Valentino Rossi. On discute du début de saison raté du Genève Servette Hockey Club avec Christian Maillard, avant de se pencher sur l'équipe de Suisse féminine de football avec Florian Paco. Bonne écoute. C'est Valentin Schnorr qui nous rejoint dans la brasserie du mardi. Salut Valentin. Salut Sylvain. Alors, on va parler avec toi du derby Servette-Sion. On a déjà pas mal parlé, hein, qui a eu lieu dimanche. Défaite des Grenats 1-2 contre Sion. Euh, Servette est en crise ou bien Servette doit se remettre en question selon les mots utilisés? Disons que le terme de crise est réfuté de toutes parts. Il se trouve que maintenant, il y a quand même une crise de résultats, il y a une crise de points. Servette a 5 matchs sans victoire sur 3 défaites consécutives, dans des contextes différents, des contextes variables, dont on pourrait revenir sur chacune de ces contre-performances précisément. Mais il se trouve que globalement, voilà, on est dans 5 matchs sans victoire, 3 défaites consécutives, et que dans le jeu, c'est pas top. Est-ce que ça va être en crise? D'une certaine manière, oui, je pense. Même si Geiger ne veut pas parler de crise stricte non plus. Servette est en crise, mais Servette a déjà été en crise et souvent à ces périodes même de l'année, c'est-à-dire à l'automne. On se souvient qu'il y a 2 ans, quand ils sont remontés en Super League, il y avait eu une période très compliquée autour de cette. Je crois qu'ils n'avaient pas gagné entre août et puis novembre, peut-être octobre, je ne sais plus, mais je me souviens qu'il y avait des questions qui se posaient, et puis Servette avait fini par gagner 3-0 contre IB à la Praille, avant de gagner contre Bâle aussi, parce que après, je crois, à la Praille aussi, et ça avait relancé un nouveau cycle. Il y a l'année passée, Servette, plus ou moins à l'automne, plus ou moins à la même période, est dernier du classement, et gagne contre Zurich, contre Zurich, je crois, et se remet sur les bons rails, et puis il n'y a plus le terme de crise. Donc voilà, c'est quelque chose qui est finalement récurrent pour Servette, mais c'est quand même inquiétant, et il faut pas minimiser non plus le dernier mois et demi que Servette vient de réaliser. Est-ce que Alain Geiger est en danger? C'est compliqué avec Alain Gaillard, c'est que je ne pense pas qu'il soit imminemment en danger parce qu'il a un contrat déjà qui est assez long, qui est de longue durée, et sauf erreur, c'est 2023 ou 2024. J'ai un doute, faudrait vérifier maintenant. Donc forcément, son poste est stable, il a la confiance, il a vraiment la confiance, je pense, de la direction. Les joueurs s'accommodent bien de lui, ils le connaissent depuis longtemps, ils sont conscients qu'ils ont eu des résultats à lui. Donc ça, c'est tout à mettre au crédit d'Alain Geiger. Maintenant, la semaine dernière, donc il y a 10 jours avant le match à Saint-Gall, dans la tribune de Genève, mon collègue a réalisé l'interview de Philippe Senderos, qui est le directeur sportif de Servette. Et Senderos laissait entendre qu'il n'était pas toujours d'accord avec Geiger et qu'il pouvait y avoir parfois des frictions sur la ligne. Et il faut être bien conscient que Senderos, que le club, que la direction portent un projet qui est essentiellement basé sur la formation à moyen terme, on va dire, avec peu de sous, avec des recrutements qui doivent être intelligents. Alors, les recrutements n'ont pas tout vraiment été bons. Ça, c'est pas la faute uniquement de Geiger. En tout cas, c'est aussi la direction sportive. Mais les jeunes ne jouent pas ou très peu. On peut se poser la question de est-ce qu'ils ont le niveau ou pas. Mais factuellement, les jeunes, au-delà de Castretti-Méry et Alexis Antunes, qui rentrent régulièrement, ne jouent très très peu à Servette. L'effectif est vieillissant. Ça, on ne peut pas le nier. Je crois que sur le match de l'autre jour, on a 28 ou 29 ans de moyenne d'âge sur le 11 titulaire. Pour un championnat comme la Super League, ça reste d'être vieux parce qu'on sait que c'est en vendant des joueurs, des jeunes joueurs à des grands championnats que la Super League a quand même des chances, en tout cas les clubs de Super League ont des chances de s'en sortir financièrement. Donc voilà, d'une certaine façon, le Geiger ne s'inscrit pas vraiment dans le projet servettien tel qu'il est porté, tel qu'il est promu par les directions. La direction est patiente, laisse du temps, elle a toujours dit,
Mais il faudra quand même qu'à un moment, il y ait cette inflexion où on verra que Geiger fait plus jouer les jeunes, permet de les valoriser, de les mettre en valeur. Et si les résultats ne suivent pas, je pourrais qu'on le couperait et qu'on décide que finalement, il faut partir avec un autre entraîneur plutôt que Geiger. Parce que Geiger a pour lui les résultats depuis qu'il est là, donc la promotion la première année, la quatrième place de Super League la deuxième année, la troisième place l'année passée. Donc on peut difficilement lui reprocher quelque chose, si ce n'est que par rapport au projet, il n'est pas exactement en ligne. Donc voilà, il y a tout ça qu'il faut mettre en balance. Je pense que comme je le disais, ce qui a longtemps tenu Geiger, c'est les résultats. S'ils ne sont pas là, il faudra vraiment se poser la question. Ça a juste coupé un petit peu. Tu peux juste répéter ta dernière phrase? Si je disais que ce qui a tenu Geiger en place depuis longtemps, ce sont les résultats. Si les résultats ne sont pas là, on devra commencer à se poser la question. Tu parlais d'une équipe vieillissante. La défense servétienne, elle est censée être expérimentée. Justement, c'est elle qui fait monter la moyenne d'âge. Et puis pourtant, elle est un petit peu elle est très fébrile, très passive dimanche, notamment sur plusieurs actions. Ouais, alors ça, c'est quand même pas. C'est indéniablement pas nouveau quand même que la défense soit un petit peu passive. On se souvient qu'il y a 2 ans, ça avait été quand même l'une des grosses forces de Servette. Il y a 2 saisons. La saison passée, c'était un peu moins bien. Cette année, c'est dans la lignée de la saison passée finalement. Ouais, vieillissante parce que bon, Clichy, 35, 36 ans, je crois. Sasso, il est 91, donc il a 30 ans. Rouillet aussi, il a 30, 31 ans. Enfin, et Sauti a 30 ans. Donc, c'est pas des forces vives. Après, l'expérience, c'est intéressant pour une défense. Il se trouve que qu'elle a tendance à être exposée, et quand elle est exposée, elle ne tient pas toute seule. Et on a vu contre Sion que Sion est très peu sorti, finalement, a très peu mis en danger Servette. Mais sur les rares phases où Sion avait l'opportunité de mettre en danger Servette, eh ben, il y est parvenu. Et en mettant en exergue les carences servettiennes, de la passivité, des temps de retard sur la sortie sur l'adversaire, L'alignement qui est pas des bon non prises, plus. un alignement qui n'est pas bon sur le deuxième but, des prises d'informations qui sont pas forcément prises en l'occurrence. Stojkovic sur le premier but entre Sasso et Clichy, il peut aller se bouger dans le dos de Sasso sans que personne ne se pose vraiment la question d'où est-ce qu'il est. C'est quand même des réflexes qui doivent être pris et puis qui doivent permettre de protéger correctement sa surface. Alors, Servette n'a pas un bloc-pas, Servette n'est pas là pour défendre que sa surface, il a un projet plus complexe en tête. Mais s'il n'est pas capable de couvrir ses arrières quand il perd la balle au milieu de terrain, eh ben, il s'expose et c'est souvent cette passivité, cette incapacité à mettre de l'activité dans le jeu défensif, dans les mouvements, dans le fait de sortir sur l'adversaire, de le mettre en difficulté, de l'orienter d'un côté ou d'un autre, de l'empêcher de centrer dans des bonnes conditions, de tirer dans des bonnes conditions. Et ben, tout ça, au bout d'un moment, ça se ressent. À Saint-Gall, la semaine passée, le but qui est pris, le 1-0 qui est pris de Doua, c'est un centre de Gortler qui est très seul pour centrer, et il est entre Sasso et Rouillet, Doua, et il marque de la tête, laissant aucune chance au gardien qui était Omer Agic à l'époque. Donc ouais, donc il y a quand même des questions qu'il faut se poser. Et cette incapacité à être actif quand il n'y a pas le ballon, bah, ça va causer des problèmes à un moment ou à un autre, et ça en cause déjà. Il y a aussi un manque d'agressivité quand même qui était assez criant. Dans un derby, en plus, tu attends quand même un peu plus de joueurs, notamment des joueurs expérimentés. Ouais, mais tu vois, si on prend l'exemple du derby, alors l'agressivité, c'est sur les phases sans ballon. Déjà, il y en a eu très peu parce que Servette a beaucoup eu le ballon, Servette a beaucoup attaqué. Mine de rien, il était capable de récupérer le ballon assez haut. Donc ça, c'est aussi un symbole d'agressivité. C'est savoir où est-ce que tu mets ton agressivité. Mettre de l'agressivité haut dans le terrain, bah, ça peut être pertinent, mais il faut être capable de se protéger et puis de couvrir ses arrières quand on perd la balle et puis quand l'adversaire, en l'occurrence, part un petit peu en transition avec 2, 3 joueurs. Et ben là, c'est clair qu'il faut aussi la mettre. Mais on ne peut pas dire que globalement, Servette n'était pas agressif. Et Servette n'a pas été agressif dans sa surface ou dans sa moitié de terrain, dans ses 20 mètres. Et c'est là où il y a eu un problème sur les 2 buts. Et il faut pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en faire une généralité parce qu'il n'y a eu que 2 ou 3 situations chaudes sédunoises.
Le problème, c'est que sur celle-là, ils ont pas été bien, mais le reste du match, on ne peut pas leur reprocher d'avoir subi quoi que ce soit. C'est parce que Sion attaqué très peu, mais on ne peut pas leur reprocher finalement. Mais au milieu de terrain, la Konya dépendance, elle pose des problèmes aussi, hein. Oui, alors bien sûr que Servette a besoin de Konya, mais ça c'est indéniable. Mais est-ce que si Konya était là, est-ce que les résultats seraient forcément différents? Moi, j'en ai pas la conviction aujourd'hui. Je pense que Konya apporterait quelque chose de différent, une capacité à remonter la balle, à casser les lignes, à trouver à accélérer les transitions, enfin à trouver aussi des passes qui sont intéressantes parce qu'il a un jeu de passe qui est intéressant. Mais je peux pas dire que si Konya était là, que tout changerait. C'est un joueur qui est dans les je pense, 3 ou 4 joueurs les plus importants de Servette. Donc, quand il n'est pas là, évidemment qu'on voit qu'il n'est pas là. Et que il n'est pas forcément très bien remplacé. Quand c'est Rodelin, Imeri l'autre jour était actif, mais pas vraiment décisif, pas toujours juste, pas toujours les bons choix. Konya n'a pas toujours les bons choix non plus, mais voilà, le fait d'avoir Konya et Imeri sur un terrain, c'est déjà ces deux profils qui sont dynamiques, qui sont intéressants de mettre ensemble. Quand il n'y en a qu'un seul, quand il n'y a pas Konya, et quand il n'y a pas Konya, en l'occurrence, bah, il y a moins de dynamisme et de capacité à briser une ou deux lignes par la course, par la conduite de balle, et forcément c'est différent, mais moi je ne suis pas convaincu que le jeu servétien ne repose que sur Konya. Ça, c'est pour moi, il y a quelque chose de plus global. Servette doit avoir un jeu de possession qui est varié, mais il n'arrive pas à le mettre en place, et il n'arrive pas à bouger des blocs qui sont regroupés, et ça, c'est pas la première fois qu'on le voit. Et c'est là où il y a pour l'instant une incapacité de la part de Gaguerre à trouver des réponses. Comment est-ce qu'on bouge des blocs bas, reculés, compacts, qui sont posés à ça? Il a quand même tenté. Est-ce que c'est peut-être la réponse là, la clé, elle est au niveau tactique. Il a changé son système de 4-3-3 au 4-4-2 en deuxième mi-temps, avec Imeri en numéro 10. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être une Ouais, solution. donc c'était un losange, comme on avait l'habitude de le voir en fait quand Servette est monté. Donc il y avait Stevanovic à côté. Quand Servette est monté, c'était Vutriche, mais là en l'occurrence c'était Imeri en 10, de pointe, là c'était Chap qui aille. Ça permet de poser un petit peu plus, ça c'est clair, ça permet de poser plus sur une défense, le fait d'avoir un attaquant qui a un autre attaquant qui est proche de lui, un 10 qui est aussi pas loin, bah, ça permet de mettre du monde dans l'axe et puis de créer de combiner à l'intérieur du jeu. Et ça, forcément, ça crée des difficultés quand on a une défense qui est un petit peu attentiste en face, même si elle était bien organisée, hein, même si Sion était bien organisée. Mais oui, ça peut être une solution parce que tu as la possibilité d'attaquer beaucoup et quand tu attaques beaucoup, bah, il faut créer des solutions, il faut trouver des surnombres dans certaines zones. Et là, c'était le cas. Et puis, en l'occurrence, Servette l'a plutôt bien fait. Maintenant, il a manqué, encore une fois, le dernier geste, l'avant-dernière passe. Peut-être que Konya, là, aurait pu être utile, ça, je ne sais pas. Et il a manqué quelque chose, ça, c'est sûr. Centrer moins, mais essayer d'attaquer par l'intérieur du jeu, bah, c'était intéressant. Je pense que c'était un bon coup à faire de la part de Gaguerre à ce moment-là du match. Le problème, c'est qu'au final, il y a le questionnement est plus global et va plus loin que le simple système de jeu. Très bien, merci Valentin. On espère que Servette va se reprendre en Coupe de Suisse. C'est un match contre Thun qui va peut-être faire du bien, une victoire après 5 matchs sans victoire, justement. Ou faire du mal Faire si du ça va mal perdre. ou enfoncer encore un peu plus Servette dans la crise, hein. Ouais. Réponse mercredi soir. Merci Valentin. À très bientôt dans la brasserie. Merci Sylvain. On va parler de MotoGP dans la brasserie du mardi et on accueille Jean-Claude Chertenleb. Bonjour Jean-Claude, Bonjour. comment ça va? Écoute, ça va pas trop mal. C'est vrai, même si la saison de moto touche à sa fin, un premier vainqueur français dans l'histoire de la MotoGP, Fabio Quartararo. C'est une révolution dans le monde de la moto après 9 années de règne espagnol. Bon, oui, il y a eu d'abord à l'époque, au tout début, le règne britannique, après les Italiens avec Agostini, après il y a eu la période américaine, hein, ce nouveau pilotage amené par Kenny Roberts et les autres. Puis on est tombé dans l'ère Valentino Rossi et enfin l'ère espagnole. Et voilà qu'un Français, un Niçois de 22 ans, il vient tout bousculer, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de très espagnol chez lui, parce que Fabio, depuis l'âge de 8 ans, il roulait à peu près tous les week-ends en Espagne, dans ses courses du championnat d'Espagne, où naissent tous les pilotes d'aujourd'hui. Justement, avec son père, Nice, la Catalogne, tous les week-ends, quoi, plus de 1000 kilomètres.
Oui, c'était ça. Le papa avait fait quelques courses hein, aussi quand il était jeune. Et puis, voilà, c'était toutes les fins de semaine, chaque vacances. Depuis Nice, ça partait en Catalogne sur une des pistes d'essai, les nombreux circuits qu'il y a là-bas. On lui a mis très jeune la pression, hein. Ça, c'est un classique des médias français, notamment l'équipe, qui vers 15 ans déjà l'a annoncé comme le futur Marquez. Il a un peu souffert de cette pression très jeune. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, si on refait juste un petit peu l'histoire de Fabio, donc il fait toute sa formation en Espagne. Il gagne 2 années de suite le championnat du monde junior. À l'époque, c'est pas encore ce nom, c'est encore le championnat d'Espagne, qui est devenu championnat du monde junior. Mais il est trop jeune pour monter, pour venir en Grand Prix. Et finalement, après le deuxième succès de suite, ce deuxième titre, on change la règle pour lui permettre de venir au Grand Prix. Et quand il débarque à son premier Grand Prix, il est tout de suite qualifié en première ligne au Qatar. Et là, bien sûr, ça explose, comme souvent ça explose. Et puis à ce moment-là, on se dit, enfin les Français disent, non, non, mais il y a un entourage qui est très, très sain, il va résister, les parents sont intelligents, etc. Et à la surprise générale, au bout de 3 ou 4 mois, il sort de la structure qui a permis d'arriver là, qui était la structure qui a formé les frères Marquez, et puis pour signer un contrat avec une autre équipe, déjà pour des questions d'argent. Et là, le vieux que je suis, je me dis, eh bien, ma foi, malheureusement, le petit, c'en est encore un qui va exploser. Il a une période plus difficile, mais il va revenir. Il va revenir, il va gagner qu'une seule course en Moto 2, et tout d'un coup, c'est la sensation, on le prend en MotoGP parce que les gens de Yamaha ont compris enfin, on sait tous qu'il y a un immense talent qui est là, et puis il va relever ce défi en MotoGP. Il a gagné son premier Grand Prix il y a 15 mois, hein. C'est assez fou de devenir champion du monde si vite, à 22 ans, Comment? hein. Alors, champion du monde à 22 ans, c'est très, très jeune. Marc Marquez était un petit peu plus jeune un peu plus jeune que lui encore. Mais bien sûr, c'est très, très jeune, spécialement pour un Français, parce que la France, il y a un grand prix, il y a une grosse tradition dans les sports mécaniques, mais au niveau médiatique, la moto, le MotoGP est considéré comme un pis-aller. On en parle très peu dans les grands médias, dans les médias publics. Alors, ça va beaucoup mieux maintenant depuis que Canal a pris les droits, et puis ils ont un petit peu touché de l'or parce que ça marche à fond. Mais sans ça, c'est vrai que Fabio Quartararo, dans la rue en France, il y a, je pense, pas encore beaucoup de gens qui le reconnaissent. Alors qu'au contraire, Tom Guti, ici en Suisse, les gens se retournent sur son passage. Comme il dit, je pense qu'on en reparlera, hein, parce qu'il va aussi mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. On pourrait presque en parler que du phénomène Lutti pour la Suisse, hein. Mais si on vient à Quartararo, est-ce que tu penses qu'il va enchaîner les titres, hein, comme Marquez ou Rossi qui en ont enchaîné plusieurs? Ou bien l'année prochaine, il y a quand même encore Marc Marquez qui va revenir, il y a Bagnaia qui est là aussi, en arbitre peut-être? Alors maintenant, ça va bien sûr être, ça commence déjà la pression pour que ça devienne, je regardais hier soir l'équipe du soir, c'est déjà la question, c'est déjà une icône française du sport français. Non, c'est pas encore Un une peu tôt. icône, c'est un exploit fantastique. Maintenant, il faut confirmer. Et puis confirmer, ça va être bien sûr le plus difficile. C'est d'autant plus que Marc Marquez, tu l'as bien souligné, là, il est de retour, il n'est pas encore à 100% de ses capacités physiques, et il a gagné ce week-end comme il avait gagné 3 semaines plus tôt aux États-Unis. Donc Marc Marquez sera un sérieux candidat. Après, Bagnaia, Miller, les Ducati, enfin les progrès de Bastianini, les performances de Jorge Martin, il va une fois arrêter de tomber. Les Suzuki qui étaient champions du monde l'année passée, Mir et Rins, ils vont devoir réagir. Chez KTM, on a aussi de très, très bons pilotes. Aujourd'hui, le MotoGP, avec ce système de l'électronique unique, enfin, à peu près les mêmes gestions électroniques pour tous, au départ, on a 15 pilotes qui peuvent gagner chaque course. Donc maintenant, il faudra ajouter la régularité à la performance, et ce qu'a fait parfaitement cette année Fabio. Tu es en train de nous dire que la MotoGP elle va garder son attrait la saison prochaine, malgré la retraite de Valentino Rossi? Mais alors oui, la MotoGP va garder son attrait. Je pense que le spectacle sera toujours plus serré, plus intense, avec toujours plus de pilotes différents qui peuvent gagner. Mais bien sûr, au niveau du grand public, la retraite de Valentino Rossi va se faire sentir, parce que Rossi a amené dans ce milieu qui était un milieu quand même
trait de spécialiste absolu. Il a amené un large public qui n'est pas fan du MotoGP, mais qui est fan de Rossi, avec malheureusement les débordements qu'on sait. Ce week-end encore, sur la grille de départ, ce public qui était là pour faire la fête à Valentino Rossi, il a hué, il a sifflé Marc Marquez. Voilà, alors ça, on a amené via Rossi, formidable Valentino Rossi, qui a ouvert ce sport, qui est un sport secondaire, à un peuple énorme au niveau planétaire. En revanche, il a aussi apporté quelques problèmes qu'on connaît un petit peu plus dans des sports plus traditionnels avec les supporters, notamment en football. J'étais sur le ski alpin ce week-end à Solden. Justin Murizet à numéro 46 sur son casque. Il y a plein d'autres athlètes. C'est vraiment… Comment t'expliques une telle aura de Valentino Rossi? Mais parce que Rossi, donc, quand Rossi est arrivé, on était à la fin il y a eu la période nord-américaine. Après, en tout cas en 500, il y a eu la domination de Mick Doohan, l'Australien. Et Mick Doohan était un pilote extraordinaire, c'est un pilote extraordinaire, mais c'était quelqu'un de très, très froid. Et voilà ce gamin arrive avec son culot. Son papa, on l'a connu aussi, parce que son papa roulait en Grand Prix avant, Graziano. Il arrive avec son culot, il ose, dès son premier Grand Prix, il réussit à s'attaquer directement par des déclarations à Max Biaggi, qui est l'empereur romain, le fier de l'Italie. Et lui, il arrive sans complexe, et puis après, il invente ses cérémonies après ses victoires, les gags qu'il fabrique avec son fans club. Et le fans club prend une importance toujours plus grande, et le phénomène s'autosuffit à lui-même et se développe dans le monde entier. En Chine, moi, la dernière fois qu'on était au Grand Prix de Chine, moi, le soir, 4 heures après l'arrivée de la course, il y avait des fans qui attendaient devant un hôtel parce ils avaient entendu dire que Rossi était peut-être là. Alors Valentino, ça faisait déjà 2 heures qu'il était à l'aéroport. Et les fans chinois l'attendaient toujours. Ça, c'est incroyable. Tu as des autres anecdotes comme ça, toi qui est dans les coulisses Alors, les anecdotes, moi j'aime bien répéter la première grande interview. Alors, aujourd'hui, il faut s'y préciser, quand même, les vieux papis comme moi qui sont sur les Grands Prix depuis bientôt 40 ans, l'accès est très compliqué, l'accès direct à Valentino Rossi est devenu très, très compliqué. Alors, bien sûr, il y a les conférences de presse, il y a les débriefings après les essais, où on peut y poser en théorie toutes les questions, mais pour obtenir une vraie interview one-one, pour des médias comme les nôtres, aujourd'hui, c'est plus suffisant, quoi. Et je me rappelle, la première fois que j'ai fait une vraie interview avec lui, c'était quand il commençait en 125 cm3, c'était à Imola. Son manager d'époque, Carlo Pernat, servait de traducteur, parce que Valentino Rossi ne parlait que l'italien. Je le comprenais, mais je n'étais pas assez à l'aise pour poser les questions en italien. Et à un moment donné, je le regarde, et puis j'ai dit, mais voilà, tu es un gamin, un jeune homme, entre les courses, quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais? Il éclate de rire, et puis il me dit la pougnette. Je crois que chacun comprend ce que ça veut dire. Et il éclate de rire. Voilà, là, on avait compris qu'on avait affaire à un personnage très, très particulier. Ouais, un phénomène qui a fait beaucoup de bien à la moto et qui va quand même manquer la saison prochaine. Oui, il va manquer, mais il sera toujours présent puisqu'il aura son propre team, il sera patron d'un team en MotoGP, et puis il y a tout le travail de son académie. L'année passée, Morbidelli est vice-champion du monde, c'est un produit de Valentino Rossi. Bagnaia sera vice-champion du monde cette année, c'est un produit de Valentino Rossi. Il y a son demi-frère, Luca Marini, il y a tous les autres, les jeunes qui arrivent. Ce travail extraordinaire que la fédération italienne avait fait il y a 30 ou il y a 35 ans. De ce travail-là étaient nés Capirossi, Romboni et les autres, mais arrêtez de le faire, et c'est à titre privé que Valentino a compris qu'il fallait, pour que cela se poursuive, créer toute cette académie, ce range d'entraînement. Donc il sera encore très très présent. Et puis tout à fait entre nous, comme il sera propriétaire d'un team, je pense qu'après 1 ou 2 grands prix, il y aura déjà des bruits qui diront oui, mais si tout d'un coup un de ces pilotes se blesse, est-ce que c'est pas lui qui pourrait vite remonter sur la moto? Donc on sera jamais débarrassé de Valentino Rossi, et puis heureusement. Et ça serait possible qu'il remonte sur une moto? Alors après, tout est possible. Enfin, il a déjà présenté avec ça. Comme je suis le patron, comme je suis le propriétaire, tout d'un coup, je peux décider de mettre à la porte un de mes pilotes et puis de l'apprendre.
en riant, bien sûr. Là, je crois vraiment on a compris, quand bien même sa course de ce week-end a été très, très bonne, mais une 10e place pour Rossi, voilà, mais c'était une course très, très bonne, mais on a compris que quelque chose s'était cassé. Il va devenir papa, mais l'amour, la passion qu'il a pour la moto, elle va rester. Donc, c'est sûr, en tout cas, dans des essais, moi, je suis persuadé qu'il roulera sur une des Ducati de son team assez rapidement. Très bien, ça fait déjà 10 minutes. Merci Jean-Claude de nous avoir Écoute, apporté ces précisions et anecdotes. Et puis, avec plaisir. je reviens volontiers bientôt dans la brasserie du mardi pour peut-être parler dans 2 GP. C'est la fin de la saison, mais aussi la fin de carrière de Thomas C'est la Lucic. fin de carrière de Tom et de Valentino à Valencia. Voilà, je pense que tu auras pas mal de choses encore à nous Oui, raconter. oui. Merci à Et toi. puis à Valencia, je serai sur place. Donc. Super. Merci OK. beaucoup, Jean-Claude. À bientôt. Salut, ciao, ciao. C'est au tour de Christian Maillard de nous rejoindre dans la brasserie du mardi. Salut Christian. Salut Sylvain, la forme? Ça va bien, merci, merci. On va parler avec toi de Genève Servette. Genève Servette, Ah, qui est indigne de son rang de finaliste de la saison passée, 12e, et il y a juste Ajoie qui est derrière. Comment t'expliques ça? ouais. Début de saison catastrophique avec beaucoup de blessés, avec ouais, une équipe qui ne tourne pas encore, qui se cherche sur la glace. C'est difficile à dire ce qui ne va pas. En fait, les rebonds qui étaient favorables l'année passée ne le sont plus. Au lieu que le puck finisse au fond, il est sur le poteau. Le gardien, qui était stratosphérique souvent, qui était tout l'année passée, l'est un peu moins cette année. Toutes ces choses font que voilà, ça ne tourne pas. Aussi par le fait que Genève était en finale. Donc, ils ont fini au mois de mai. Ils ont eu quand même beaucoup moins de temps pour se préparer, avec des blessés qui se sont fait opérer, qui avaient joué blessés à la finale. Tout ça fait que la préparation, elle est bâclée. Le début de saison, il est raté. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà, on entend aussi plein de choses, des rumeurs, comme quoi l'ambiance n'est pas si bonne que ça. Je pense qu'il y a une part de vérité dans ces rumeurs. Il y aurait le feu au bout du lac, malheureusement, pas sur la glace. C'est vrai que selon les infos, le problème n'est pas dans le vestiaire, le problème, ce n'est pas le coach, mais c'est quand même lui qui va payer la note si Genève Servette perd ce soir à Berne, perd le derby jeudi contre Lausanne ou à Lugano. On va lui demander des points. En danger. Le coach Patémon est en danger, on l'a dit. Lui, il en est conscient. À Davos, ils ont perdu 3-0 vendredi. Patémon est parti avec une mine défaite. Il dort mal actuellement. Et bien sûr que ça pourrait tourner d'un côté comme de l'autre à un moment donné, parce qu'il a des joueurs quand même sur la glace qui font le jeu, qui font le job. Mais je ne pense pas tous. Je pense que certains joueurs trichent, que des leaders ne donnent pas tout. On peut donner des noms. Enfin, Vermin, il est transparent par rapport à ce qu'il devrait donner. Alors, bien sûr qu'il n'a pas joué tout le temps à son poste de prédilection. Il a été déplacé dans des lignes où il avait d'un côté un défenseur en attaque, Colmin, et puis un junior. Ce n'est pas idéal. Alors, est-ce que lui, qui va jouer à Berne l'année prochaine, donne moins? On peut se poser la question. Marco Maurer derrière, alors il est revenu de blessure. Peut-être qu'il n'est pas au top actuellement. Et il commet des erreurs, parce que c'est ça aussi le problème. Non seulement le puck, il ne tourne pas rond, les rebonds sont défavorables, mais en plus que d'erreurs sur la glace. Des choses incroyables. On a vu contre Langnau des pertes de puck qui sont hallucinants, alors qu'ils sont au power play, qui devraient avoir la possibilité de marquer qu'un joueur de plus, et puis au contraire, ils prennent le goal derrière, parce qu'il y a une erreur, des manques de concentration, ou alors le gars, il ne donne pas tout sur la glace. Il y a aussi des problèmes en box-play, 72,88%, le pire box-play de la Ligue, 65 buts encaissés.
Euh, Comment tu l'expliques ça? Justement ce manque d'agressivité? Ce manque d'agressivité de certains qui ne sont pas prêts à se coucher sur un puck et qui sont pas prêts à se coucher sur un puck, qui ne donnent pas tout sur la glace. Et puis, parce que ça, c'est très important, un box-play, c'est quand même la, 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 la solidarité des gars qui vont tout faire pour pas encaisser un goal. Et puis, effectivement, je ne suis pas étonné que ce soit un des pires pourcentages de box-play actuellement. Ah, tu as évoqué quelques joueurs qui ne sont pas à la hauteur hein, aussi. Ouais, comme je disais avant, Vermin, Maurer, Miranda. C'est tous des gars qui sont en fin de contrat. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que, je ne sais pas, comme on entend beaucoup de choses par rapport aux problèmes actuels, aux problèmes internes, à savoir que tout n'est pas tout rose entre le staff sportif. Comme je l'ai dit avant, les coachs ne sont pas responsables, mais si ça se trouve, voilà, il y a une autre personne qui fait en sorte que certains joueurs ne donnent pas tout sur la glace. Ouais. Ce serait plutôt au niveau de la direction sportive. Voilà. Je comprends bien. Est-ce que Oui, tu as voilà, des infos? Il y a des... Parce que les joueurs ne disent pas grand-chose. Est-ce que toi, tu as des infos un peu... tu as entendu quelques rumeurs dans le vestiaire? Ouais, moi, je pense que c'est pas le vestiaire. À mon avis, c'est pas le vestiaire, à part certains joueurs qui sont en contact justement avec le directeur sportif ou je pense qu'il y a un souci à ce niveau-là entre le directeur sportif, les coachs et puis certains joueurs. Mais je ne peux pas en dire, enfin, j'en sais pas plus, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il y a aussi un problème Alors, au niveau des résultats, forcément. Des sifflets au Vernet, l'autre jour, c'est assez inhabituel de siffler son équipe quand même. C'est la preuve, comme tu le disais, qu'il y a beaucoup d'erreurs individuelles, des choses qui sont un peu impardonnables. oui, il y a eu le cas déjà contre Ambri-Piotta où ça va encore siffler davantage quand ils ont perdu 10-4, ce fameux match contre Ambri. Là, ça a commencé peut-être à avoir c'est le début des problèmes entre les fans et puis, euh, et puis cette équipe qui est méconnaissable par rapport à l'année dernière. Et après, effectivement, heureusement, il y a eu des gars, des leaders, Winnick, Carrère, les deux qui ont commis des erreurs ce match contre Langnau, ils ont réussi à se racheter en fait en donnant la victoire à Genève. Et je pense qu'actuellement, le seul remède pour Genève Servette, c'est la victoire. Il faut gagner. S'ils gagnent ce soir à Berne, ça peut être une série positive qui commence. Et à ce moment-là, ça peut sauver le poste du coach, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il est en congé, il ne faudrait pas pas. Et tout d'un coup, il gagne ce soir, il gagne jeudi, Jeudi à le Lausanne, derby hein. à la maison. Lausanne, Ouais, puis à la maison, ils sont sur 2 victoires d'affilée. Et à Lugano, qui ne va pas bien non plus, et Genève Servette serait reparti à ce moment-là. Mais c'est un peu un déclic, si on veut résumer. c'est vrai il faudrait ce déclic-là. Il faudrait ce déclic. Mais je pense qu'avec la valeur des joueurs, comme le dit le président que j'ai rencontré samedi, lui dit toujours que l'équipe elle est meilleure que l'année dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui sur le papier, mais comme j'ai dit aussi, il y a pas mal de blessés. Des gars qui sont revenus comme Noirod, il n'est pas encore au top. C'est normal. Il était blessé pendant 1 mois. Il ne peut pas revenir comme ça, claquer des doigts et puis être le meilleur. Alors, il a donné de l'impulsion à l'équipe parce qu'un leader, un véritable leader, mais sur les 2 derniers matchs, il était moins là, il était moins bon. Et c'est normal. Le Coultre, il s'est fait opérer cet été. Il est aussi en dessous actuellement. Il a besoin de temps pour revenir. Et ce sera le cas de Benjamin Antonietti, de Tanner Richard, qui manque beaucoup, qui vont revenir, Jacques May, qui manque beaucoup. Et dès qu'ils vont revenir, ces gars, ils auront encore besoin de temps. C'est ça. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a des. C'est compliqué, une équipe de hockey, si tout ne tourne pas rond
comme ça l'était le cas l'année passée où tout rigolait. On voit à Fribourg, tout rigole. Ils n'ont pratiquement pas de blessés, ça rigole. Ils n'ont pratiquement pas changé l'équipe. Ils ont eu un apport avec Diaz, et puis ça tourne. Et actuellement, à Genève, c'est ce qui manque. Il manquerait une série positive, je pense, pour calmer tout le monde, quoi. À commencer par monsieur le directeur sportif, et puis qui pourrait calmer ainsi, rassurer ses coachs. Il y aurait du coup, pour reprendre ton expression, le feu au lac si Genève Servette venait à perdre ce soir et mardi contre Lausanne, hein. Grosse semaine pour Genève Servette. On va suivre ça avec absolument. Merci. Il ne faudra pas aller, je vais finir par une petite citation. Il ne faudra pas aller à la chasse à l'ours ce soir avec un couteau à beurre. Magnifique. Merci. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas mieux conclure que ça. Merci beaucoup, Christian Maillard. Et puis, à tout bientôt dans la brasserie. À bientôt. Merci. Bonne journée. Ciao. Bonne journée à tous. Bye bye. Florian Paco, bienvenue dans la brasserie du mardi. Merci pour l'invitation. On va parler avec toi de football féminin, parce que tu suis l'équipe de Suisse féminine qui joue ce mardi soir à 19h contre la Croatie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Et puis, ça se passe bien, elle a vaincu 3 matchs, 3 victoires. Ça marche assez bien pour la Suisse. Et puis ce soir, contre la Croatie, ça devrait le faire aussi parce que la Croatie, ce n'est pas la Croatie des hommes. Elle est dernière du groupe, la Croatie, hein, c'est juste. Ouais, c'est ça. Après, elle a joué 2 fois contre l'Italie et 1 fois contre la Roumanie. Donc, ils n'ont pas encore joué contre la Moldavie et la Lituanie. Mais oui, normalement, ça ne devrait pas être un souci. Enfin, en tout cas, l'équipe de Suisse, elle n'est pas du tout inquiète par ce match. Et puis, ça va se jouer vraiment au mois de novembre contre l'Italie, qui est l'autre favorite de ce groupe, en fait. Donc là, ce qu'il disait, c'était 55% Italie, 45% la Suisse. Au niveau des chances, mais voilà, après ça reste du foot. Et puis là, vraiment, l'équipe de Suisse est dans une bonne dynamique. Donc, au niveau du jeu, en tout cas, elle s'est créé beaucoup d'occasions, elle n'en concède pas beaucoup. Et ça, c'est vraiment bien. Et puis, voilà, il y a les résultats. Alors, c'est clair, offensivement, il manque des buts. Mais voilà, contre la Roumanie, elles ont touché 4 fois les montants. Donc, il y a un manque de réussite, un peu un manque de chance aussi. Mais au niveau du jeu, elle progresse un peu à chaque match. Elle joue de mieux en mieux au milieu du terrain. Elles sont mieux organisées au niveau des déplacements, des appels. Et voilà, ça avance bien. Et elles sont un peu sur leur petit nuage, voir jusqu'à quand ça va durer. On va juste rappeler qu'elles ont gagné 4-1 contre la Lituanie, 6-0 contre la Moldavie, 2-0, tu l'as dit, vendredi contre la Roumanie. C'était un peu le test sérieux contre la Roumanie, hein, qui avait aussi gagné. Ouais, elles avaient aussi gagné les 2 premiers matchs. C'était une meilleure équipe que les 2 autres. Après, la Suisse, il n'y a pas eu photo. Je crois qu'ils ont peut-être un tir cadré. Les Roumains ont peut-être un tir cadré, mais c'était pas. Voilà, c'était un premier test un peu plus compliqué. Et puis au niveau du jeu, il a été passé haut la main en tout cas. Ouais, peut-être un peu moins au niveau du résultat. Ok, ouais, parce qu'elles ont aussi marqué sur penalty à la 90e minute. Hein, il aurait fallu peut-être. Bon, tu as parlé de ces 4 montants, mais pourquoi c'est si important la différence de but? Là, elle est de 11-0, comme l'Italie, égalité parfaite pour la Suisse. Pourquoi elle est si importante, cette différence de but? Parce qu'en fait, donc, c'est le premier groupe de chaque groupe qui est qualifié. Et ensuite, le deuxième, il va en barrage. Mais les barrages, en fait, sur les 9 équipes qui sont en barrage, il n'y en a que 2 ou 3 qui passent. Donc, il y a 2 tours de barrage. Les 3 meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour le 2e tour des barrages. Les équipes classées 4 à 9, donc des meilleurs deuxièmes, font un premier tour de barrage. Il y a 3 équipes qui passent, qui vont jouer au 2e tour contre les 3 meilleurs deuxièmes. Et donc après, il restera 3 équipes. Et sur ces 3 équipes, les 2 meilleurs deuxièmes passent. Et le 3e meilleur deuxième, c'est un peu compliqué, le 3e meilleur deuxième va faire un tournoi en fait, avec d'autres sélections d'autres continents. Donc, il faut vraiment éviter cette 2e place. Donc, si on peut se qualifier directement, ça serait l'idéal. Puis même si on veut être dans les meilleurs deuxièmes pour éviter de taper des matchs en plus, ce serait le top, quoi. Ouais. Les barrages, en plus, ça rappelle des mauvais souvenirs à la Suisse.
qui avait dû passer par là avant la Coupe du Monde, puisqu'il s'était pas qualifié du coup. Ouais, bon, après, pour le dernier Euro, elles se sont qualifiées via les barrages aussi contre la République tchèque. Donc, et là, je pense, en fait, cette victoire contre la République tchèque, elle a un peu créé, pas forcément un déclic, mais elle a vraiment instauré une dynamique positive dans l'équipe. En plus, elles se sont qualifiées au penalty. Donc, c'est des victoires, en fait, quand tu gagnes de la difficulté, ça renforce les liens. Enfin, ça, c'est un peu dans n'importe quoi au foot. Si tu gagnes en gagnant 5-0, ou bien si tu gagnes à la 94e minute, en termes d'émotion, c'est pas vraiment la même chose. Il y a un bon état d'esprit dans l'équipe, c'est ça? Ouais, de ce que je vois, en tout cas, ben, sur les réseaux sociaux, enfin, elles sont souriantes, ça a vraiment l'air de bien se passer, ça a l'air vraiment d'être un bon groupe, et qu'il y a une bonne ambiance, qu'il y a aussi, ben, il y a des joueuses plus âgées, il y en a plusieurs qui ont 18 aussi, 19 ans, donc tu as aussi un mélange. Mais je vois que l'équilibre, il se fait très bien. Il manque peut-être, si je comprends bien, une buteuse vraiment qui met ces buts, voilà, le petit dernier Ouais, geste pour faire vraiment la ouais, différence et pour se mettre à l'abri. moi, c'est ce que je pense qu'il manque, ce serait vraiment une attaquante de pointe de haut niveau. Enfin, ben voilà, il y a Ramona Bachmann, mais c'est pas vraiment une centre-avant, une buteuse. Enfin, elle apporte beaucoup. Anne-Maria Srnogaracevic, Bien joué. elle, elle, elle joue un peu plus offensif avec la Suisse, mais avec le Barça, elle joue un peu plus défensif. Donc, c'est vraiment ouais, un attaquant de pointe, comme par exemple les Pays-Bas ont avec Viviane Miedema, qui marque je sais pas combien de buts. Ben, il manquerait cette joueuse-là. Ben, contre la Roumanie, c'est Fulmi qui a joué. Ben, elle a 19 ans, elle a encore que 19 ans, donc elle a encore pas mal de marge de progression. Et je pense au niveau de l'équipe, c'est là où, ouais, enfin, où il y a quelque chose qui peut encore être amélioré. On va pas se mentir, c'est quand même une campagne assez facile pour l'équipe de Suisse, mis à part peut-être la Roumanie, puis ben, bien sûr l'Italie. Ça a permis aussi d'intégrer des jeunes joueuses, dont la genevoise Sally Giulini de 18 ans. Et ça, c'est quand même un signal positif de pouvoir intégrer si vite des jeunes joueuses à ce niveau-là, au niveau international. Ouais, bon, ça c'est clair qu'il y en a plusieurs qui sont jeunes, mais bon, elles sont allées en Allemagne, elles jouent dans le club. Enfin, par exemple, Riola Xemaili, Benjamin Svenja Felmi, bon, elle joue à Freiburg régulièrement. Euh, Sally Giulini, elle joue un peu moins à l'OL, mais ben là, justement, le dernier week-end de championnat, elle a saisi sa chance, elle a marqué des buts, puis ben, elle joue dans un des vraiment top club européen. Donc, je pense qu'en termes d'apprentissage, c'est bien, surtout si elle saisit sa chance. Donc non, il y a un bon mélange qui se fait, et puis c'est bien pour l'avenir. Ben, là, aujourd'hui, il y a les M19 qui se sont qualifiés pour l'Euro. Elles jouent contre l'Angleterre pour la première place du groupe. Donc, ça, se- ça se passe bien. Enfin, ouais, ça se passe bien. Après, ben, la difficulté, c'est de voir par rapport aux autres nations, enfin, voilà, qui mettent plus d'argent au niveau des clubs, qui mettent plus d'argent, donc ils développent de meilleures infrastructures. Donc après, ben, ça va évidemment se répercuter, enfin, ça risque de se répercuter en tout cas sur les élections nationales aussi. Il y a le tirage au sort de l'Euro, le prochain Euro, auquel la Suisse participera en Angleterre cet été. Le tirage au sort, c'est jeudi. On en sait déjà un peu plus par rapport au chapeau, tout ça. Ouais, donc ben, les Suisses, elles sont dans le troisième chapeau. Donc, dans le premier chapeau, il y a l'Angleterre, un pays hôte. Il y a les Pays-Bas, qui est tenant du titre. Il y a l'Allemagne et puis la France. Dans le deuxième chapeau, il y a la Norvège, la Suède, l'Italie et l'Espagne. Et donc, la Suisse, elles sont dans le troisième chapeau. Donc, moi, ce que Niels Nielsen disait que lui, il aimerait éviter la France et l'Espagne. C'est des équipes qui ont beaucoup le ballon, enfin, il aimerait éviter les équipes qui ont beaucoup le ballon, en fait. Et ouais, c'est ça. Ça va être quand même compliqué. L'Euro, mais bien sûr, une belle Ouais, expérience. bon, ça, j'ai demandé un peu. Bon, peu importe le tirage, ça sera de toute façon compliqué, vu que tu joues contre les meilleures équipes. Mais ouais, bon, après, il faudra voir ce que ça donne. Et puis, il y a encore pas mal de temps. Et après, ça va rester. Je pense que c'est avec certaines équipes, ben ouais, la Norvège, Italie, la Suisse, elle est vraiment pas loin de ce niveau-là. Enfin, Neil Simpson, il disait par rapport à l'Italie, il disait, enfin, qui est ses favoris, ben, l'Italie à 55%. Et puis, Lia Veltier, elle disait que c'était plus du 50%.
Donc voilà, c'est une équipe qui est à la portée de la Suisse. Tu parlais de ces jeunes joueuses de l'équipe de Suisse qui performent, qui sont déjà à l'étranger, déjà bien établies. Servette Chénois fait l'expérience de la Coupe d'Europe, de la Ligue des champions féminine. Et puis, voilà, bien, comme on s'attendait, c'est difficile, surtout qu'elle a un groupe particulièrement difficile. Et puis, j'ai l'impression que Servette Chénois cale un petit peu en championnat, même si voilà, le championnat n'est pas encore très vieux. Mais c'est plus compliqué. Il faut aussi dire que c'est des déplacements, des enchaînements de matchs pour des joueuses qui ne sont pas forcément toutes professionnelles, qui sont aussi aux études ou qui travaillent. Hein. Ouais, il y en a aucune qui vit, enfin, celles qui travaillent pas, enfin, il y en a aucune qui arrive vraiment enfin, qui sont vraiment professionnelles dans le sens où c'est bon, je fais que du foot. Et, voilà, il y en a qui travaillent pas à côté, mais c'est plutôt parce qu'elles n'ont pas l'opportunité. Donc, la grande majorité, elles travaillent à côté. Là, avant la trêve internationale, elles ont enchaîné 6 matchs, donc, en 2 semaines. Donc, quand tu bosses à côté, même si tu trouves des allègements, mais après, les allègements que tu trouves, c'est que tu fais des heures en moins à ce moment-là, mais tu feras des heures en plus à des moments où il y a moins de matchs. Donc, ça fait, c'est clair que quand tu arrives à l'entraînement après une journée de boulot, tu n'as pas la même force que si tu arrives, si voilà, tu vas concentrer ta journée sur arriver en forme à l'entraînement. Et après, sur le championnat, Eric Sevrac, il a bien dit, la priorité, c'est la Champions League, parce qu'en fait, cette année, le championnat suisse, les 8 premières, elles sont qualifiées pour les playoffs, et si tu finis première ou 9e ou 8e, ça change plus ou moins rien. Donc, voilà, là, elles prennent de l'expérience, elles apprennent. Elles doivent quand même faire tourner un petit peu, et puis elles sont moins concentrées. Donc, évidemment, après, les efforts se payent en championnat, ce qui fait que les résultats un peu moins bons, mais ce qui est pas important, ce qui inquiète pas du tout l'entraîneur et l'équipe. Qui sait qu'on a été coupé, je crois, mec. Donc, tous jouera au playoff en fin de saison. Donc, voilà, il faut donner quand même les moyens de rivaliser le mieux possible en Coupe d'Europe. Ouais, le but, c'est vraiment l'accent, il est vraiment mis sur la Ligue des Champions. Et puis, le championnat, il passe à côté parce que, elles vont finir dans les 8 premiers, dans les 8 premières. Et puis, au printemps, il y aura pas la Ligue des Champions. Puis le championnat, il commencera vraiment quand les playoffs commenceront. Très bien. Merci, Florian Paco. Donc, de rien. Et puis, à très bientôt dans la brasserie. Yes, merci bien. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.